Bonjour. Voyons ensemble maintenant les méthodes classiques pour le calcul du prix de revient. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le prix de revient? C'est en fait un concept qui est très simple. Le prix de revient, c'est le total de tous les coûts qui sont nécessaires pour fabriquer et pour vendre un produit ou un service. Alors, ce concept qui est très simple, en fait, est assez difficile, est assez complexe dans la mise en œuvre. Pourquoi? D'abord parce qu'un prix de revient absolu n'existe pas. Il n'y a pas un prix de revient et tous les autres qui sont faux. Deuxième chose, c'est que ce prix de revient peut être calculé à différentes étapes, à différents stades de la production. Et enfin, la grosse question qui se pose dans le calcul du prix de revient, dans les méthodes classiques, c'est la répartition des coûts qui sont communs à plusieurs produits. Alors, pour cela, on va travailler suivant deux subdivisions. On va d'abord subdiviser les frais directs et les frais indirects. Alors, les frais directs, ce sont tous les frais que l'on peut imputer directement à un produit précis. A contrario, les frais indirects sont les frais qui concernent plusieurs produits. Ça, c'est la première subdivision. La deuxième, c'est entre les frais variables et les frais fixes. Les frais variables, ce sont les frais qui varient avec le volume de production, de manière proportionnelle ou presque proportionnelle. Tandis que les frais fixes sont les frais qui sont indépendants du volume de production. Remarquez que les frais fixes peuvent varier dans le temps, mais ils ne sont pas en lien direct avec le volume de production. Prenons maintenant le croisement de ces deux subdivisions avec d'une part les frais directs et les frais indirects, d'autre part les frais variables et les frais fixes. On arrive à un tableau avec quatre cellules, 4 cases. Nous avons d'abord en haut à gauche les frais directs variables. Typiquement dans beaucoup d'entreprises, surtout entreprises de production, on trouve là les coûts des matières premières ou si c'est une entreprise de commerce, le coût d'achat des marchandises vendues. Et on va y trouver aussi, la plupart du temps, le personnel de production. Donc, qui sont bien des frais variables, qui dépendent de la quantité que l'on produit, et ceci dans la mesure où l'on peut effectivement les imputer directement à des produits précis. Nous avons les autres frais variables indirects, qui sont donc en haut à droite, qui sont les frais variables, donc liés à la quantité que l'on va produire, mais que l'on ne sait pas imputer de manière précise à chacun des produits. Assez souvent, on retrouve là un poste important qui est le poste des énergies. Alors, dans le bas du tableau, en bas à gauche, nous avons les frais fixes directs. Par exemple, des frais d'entretien de machines, dans la mesure où les machines peuvent être imputées directement à des produits. En général, c'est un poste dans lequel il n'y a pas énormément, sauf des situations très particulières. Par exemple, des frais de recherche et développement pour un produit bien précis. Là, ça peut être un poste qui devient très important et surtout à bien identifier. Enfin, on a une case où l'on a souvent assez bien de coûts, assez bien de frais, qui sont les frais fixes indirects, qui sont de manière générale ce qu'on appellerait les frais de structure, des frais généraux, des frais de bureau. Les amortissements souvent sont dans cette cellule-là, dans la mesure où la même machine va servir à faire plusieurs produits. On va y trouver des frais de bâtiment, par exemple d'hébergement de l'ensemble de l'entreprise, des frais financiers, etc. On retrouve assez souvent, en premier jet en tout cas, des frais directs et des frais indirects qui sont assez équilibrés, et des frais variables aussi, des frais fixes assez équilibrés. Quand on a une entreprise de production ou de commerce, on a un peu plus dans les frais variables, tandis qu'une entreprise de service, souvent, aura des frais fixes plus importants, en tout cas en première approche. On verra dans les vidéos suivantes comment on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus précis à ce niveau-là, différentes méthodes. Bien. Maintenant, avec cette séparation donc frais variables, frais fixes d'une part, frais directs d'autre part, on peut maintenant voir les différentes méthodes classiques pour le calcul du prix de revient. La première méthode, c'est donc le prix de revient complet. Le prix de revient complet, on prend les frais directs, on les met directement sur les produits. Et puis les frais indirects, on les prend, d'abord on les répartit suivant des sections, éventuellement section auxiliaire, puis section principale. Donc on fait des regroupements de différents frais, et ceux-là sont imputés alors ensuite sur les produits précis, les produits détaillés, suivant une clé de répartition. Nous avons ici donc un schéma qui montre cette façon de répartir. Maintenant, déjà, il y a un mot probablement qui attire votre attention, c'est quand on parle de clé de répartition, parce que le gros avantage de cette méthode de prix de revient complet, c'est qu'elle est très facile à utiliser lorsqu'on a un prix de revient complet. Voilà, prix de revient complet, il suffit de vendre plus cher et on gagne de l'argent. C'est très simple, dans le concept en tout cas. Le problème, c'est que dans le calcul et dans la mise en œuvre, ça pose des difficultés. La première, c'est que si l'on change de clé de répartition, on arrive à des résultats très différents.
Donc cela veut dire que l'on peut, suivant la clé de répartition qu'on prend, qui est plus ou moins bonne, on peut arriver à des erreurs de jugement importantes et à des mauvaises décisions. On le verra de nouveau dans des exemples, dans des vidéos prochaines. Dernier point dans les problèmes que pose cette méthode-là, c'est que c'est assez difficile à calculer parce que cette clé de répartition, comment la choisir, comment la mettre en œuvre. Et est-ce que la clé de répartition est-elle une bonne clé de répartition pour les frais indirects? Alors, sans aller aussi loin que le prix de revient complet, dans les méthodes classiques, nous avons la méthode des coûts partiels. La première méthode assez utilisée, c'est celle qu'on appelle des coûts partiels. La première méthode est assez souvent utilisée, c'est la méthode qu'on appelle direct costing. Direct costing ne signifie pas les coûts directs, direct costing signifie les coûts variables. Ça vient de l'appellation anglaise, donc pour les coûts variables. Que fait-on dans cette méthode-là? On prend les coûts variables directs et on les affecte directement au produit précis. On prend les coûts variables indirects et on va les répartir entre les différents produits. Tous les coûts variables sont donc affectés ou imputés à des produits précis. Et le gros intérêt de cette méthode-là, c'est qu'elle nous permet de calculer ce qu'on appelle le point mort, qu'on appelle aussi seuil de rentabilité ou break-even, c'est-à-dire le volume d'activité à partir duquel la marge qu'il nous reste sur les frais variables permet de couvrir l'ensemble des coûts fixes de l'entreprise. Alors, il y a maintenant d'autres méthodes de coûts partiels, par exemple le direct costing évolué. Donc c'est une méthode qui repart du direct costing, donc on reprend tous les coûts variables, on les affecte s'ils sont directs, on les impute, donc on les répartit s'ils sont indirects, mais on va rajouter par produit les coûts fixes directs. Alors c'est une méthode qui a beaucoup de pertinence, surtout lorsqu'on a donc des coûts directs fixes importants. Par exemple, des frais de recherche-développement spécifiques à un produit ou un groupe de produits. Ou bien une machine très coûteuse, en amortissement ou en entretien ou en fonctionnement, très coûteuse et qui concerne uniquement certains produits. Et dans ce cas-là, la méthode des coûts directs évolués apporte énormément parce qu'elle permet de différencier ces produits-là qui sont très consommateurs de coûts fixes directs. Alors, il nous reste encore la méthode des coûts directs. Les coûts directs, c'est une méthode dans laquelle on va affecter uniquement les coûts directs, qu'ils soient variables ou qu'ils soient fixes. Et tous les coûts indirects, on les laisse globaliser au niveau de l'entreprise. C'est une méthode qui est beaucoup moins utilisée. Il nous reste quelques autres méthodes. Citons pour mémoire la méthode des coûts marginaux. Les coûts marginaux, c'est lorsque l'on considère uniquement les coûts variables des produits, plus les coûts fixes supplémentaires spécifiques à une production précise. C'est une méthode que l'on va utiliser, surtout lorsqu'on a par exemple une demande très spécifique et assez ponctuelle. Alors, on peut avoir des surprises parce qu'en fait, les coûts marginaux peuvent dans certains cas être beaucoup moins élevés que les coûts moyens. Par exemple, si on a une capacité de production qui est disponible, du matériel qui est là, et le fait de faire une production supplémentaire n'apporte aucun coût d'amortissement, par exemple, supplémentaire. Donc, on va avoir dans ce cas-là un coût marginal qui est plus faible que le coût normal, que le coût moyen. Mais on peut aussi se trouver dans la situation inverse, qui est que comme ma production normale utilise déjà toutes mes capacités de production, et que j'ai une demande, par exemple, d'un très gros volume inhabituel, ou une demande que je ne sais pas faire avec le matériel habituel, et je dois peut-être faire des extensions de capacité ponctuelles, louer une machine, louer un local, ou avoir des heures supplémentaires, par exemple, qui fait que le coût marginal pourrait être nettement supérieur au coût moyen, au coût habituel. Donc on utilise ça dans des cas assez précis d'une production, d'une commande, d'une offre très importante par rapport au volume habituel de l'entreprise. Autre méthode, c'est la méthode des coûts standards. C'est une méthode dans laquelle on prend en fait un calcul de prix de revient, a priori, et l'on va regarder maintenant le coût réel et on va comparer les deux et analyser les écarts, analyser les différences qu'il y a entre combien ça devrait normalement coûter et combien cela me coûte réellement. Et cela permet d'analyser alors qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai surconsommé, moins consommé au niveau des matières premières, au niveau du temps de production, des choses de genre-là. Alors, maintenant, pour terminer, regardons la pertinence de ces différentes méthodes. Quand est-ce qu'elles sont pertinentes et quelles sont les limites de ces méthodes-là? Le prix de revient complet, on a vu pertinence, en fait c'est très intéressant, c'est un prix moyen, donc pour l'ensemble des produits, qui ne fait pas beaucoup la distinction d'un produit à l'autre, et qui donc à ce niveau-là a comme grande limite que c'est une moyenne. Et si l'on a des produits qui ont des différences importantes en termes de coûts effectivement de production, eh bien ce prix moyen ne sait pas bien faire les différences, et donc on ne sait pas toujours saisir certaines opportunités commerciales qu'on aurait sur un produit précis.
Les coûts directs, maintenant, c'est un coût donc, qui est pertinent en ce sens qu'il évalue la rentabilité d'une activité ou d'un groupe de produits qui sont dans un processus précis, dans un groupe de machines par exemple précis, mais qui a comme limite que c'est utilisable uniquement lorsque l'essentiel des coûts est spécifique à une activité ou un produit. Donc c'est une méthode qu'on va utiliser plutôt pour analyser une branche d'activité ou un groupe important de produits assez différents des autres. Alors, les méthodes direct costing et direct costing évoluées, leur pertinence, c'est notamment qu'il apporte, pour le direct costing, un prix en dessous duquel vous ne devez jamais vendre. Pourquoi? Parce que c'est le prix que de toute façon va vous coûter une production supplémentaire, même sans couvrir les charges de structure. Le direct costing évolué, c'est la même logique, si ce n'est qu'il va faire quand même la différence entre certains groupes de produits ou certaines branches d'activité qui auraient des coûts spécifiques importants. On a cité des coûts de recherche-développement, de l'investissement important, ou de la logistique par exemple pour un marché qui nécessiterait une livraison beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteuse. Les limites de ces méthodes-là, direct costing évolué, c'est que cela ne peut jamais être le prix de vente. Le prix de vente doit être plus élevé puisque le prix de vente doit couvrir aussi les frais de structure, les frais indirects donc qui ne sont pas couverts par cette méthode-là. Voilà. Par contre, c'est utile pour savoir jusqu'où on peut aller et pas plus bas, notamment dans des périodes de faible activité, où là la question c'est est-ce que j'ai du travail à donner à mon personnel, à mon entreprise, à ma production, et en dessous je sais que je ne dois pas aller parce que là je perds de toute façon. Jusque là au moins ça permet de faire tourner mon personnel, mon outil de production. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo et je vous invite à suivre alors la suite de notre cycle sur le calcul du prix de revient. Merci de votre attention.